Mais voilà, ce soir, puisqu'on parle déjà d'observation, l'observation, c'est quelque chose qui date de l'Antiquité, voire même avant. Je pense que Laurent nous en parlera peut-être, mais c'est un domaine qui a beaucoup évolué. Nous n'observons plus aujourd'hui comme on le faisait autrefois. Et Laurent va nous parler de ce métier-là, ce métier passionnant qui nous unit tous ici. Donc Laurent Vigroux est donc notre directeur depuis 2005. Donc je croyais que ça faisait 8 ans, mais je ne sais pas très bien compter avec les intervalles et les piquets. En fait, ça fait 9 ans. Il termine son mandat cette année. Il sera succédé par Francis Bernardo, qui lui aussi vient du même établissement au départ, c'est-à-dire le CEA à Saclay. C'est formidable comme la physique des particules et la physique du nucléaire, la physique nucléaire et la physique des particules nourrit l'astronomie en hommes, en idées. Et voilà, ça c'est comme quoi le microscope microscopique rejoint et alimente le macroscopique. Je trouve ça étonnant. Donc nous avons eu Jean Audouze qui lui-même venait du CEA. Maintenant Laurent Vigroux. On a eu Laurent Vigroux pendant 9 ans. Et ensuite Francis Bernardo. Laurent a commencé son travail de recherche alors je ne connaissais pas ce nom, CSMSN, je connaissais sous le nom de laboratoire René Bernas à Orsay, et donc où on pratiquait de la physique des particules et aussi de la physique nucléaire. Donc c'était surtout la physique nucléaire qui a été le premier thème de recherche de Laurent. Et il y a travaillé, en particulier développé des codes d'évolution chimique des galaxies, puisque en fait, quand on est astronome, on s'intéresse à la manière dont les éléments sont formés et peu à peu se constituent. Après ce travail, il a rejoint le CEA, Saclay, au plateau de Saclay, dans la section d'astrophysique. Et là, il y a travaillé pendant de nombreuses années avant de rejoindre l'IAP en 2005. Toujours dans le domaine de l'évolution chimique, puis il a abandonné cette thématique pour s'intéresser à l'évolution des instruments, le développement instrumental en particulier. C'est grâce à lui que l'on doit en France l'évolution, entre autres, il y a eu d'autres personnes, mais surtout Laurent et son équipe, ont permis donc l'éclosion de cette technique très utile en astronomie qui est aujourd'hui l'utilisation des CCD. Donc moi j'ai gardé ce souvenir des premières missions que nous avons fait ensemble avec tout petit CCD qui voilà, était difficile à dompter et à organiser, mais peu à peu ça a donné ce qu'on connaît maintenant. Après les CCD, eh bien, sur ce chemin, il a continué dans le domaine expérimental, du côté du spatial, en étant un des PI d'une expérience sur ISO, puis d'autres expériences comme XMM, et plus récemment Herschel, qui continue donc à nous donner des données qu'on analyse et qui sont extraordinaires pour ceux qui s'intéressent à la physique des galaxies. Merci Daniel. Alors effectivement, en fait, l'idée de cette conférence est venue d'une discussion qu'on avait tous les deux, où on se rendait compte qu'en fait les gens parlaient beaucoup d'astronomie, mais n'avaient absolument aucune idée de la condition matérielle des gens qui effectuait ce métier, et d'autant plus que c'est un métier qui a profondément changé. Il n'a strictement rien à voir maintenant avec ce qu'il était quand nous avons commencé. Et donc c'était un peu cette espèce d'évolution du métier d'astronome que je voulais vous montrer. Alors en repartant depuis les temps immémoriaux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je voulais tout de même remercier 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé à préparer ça parce qu'ils ont retrouvé un certain nombre de documents qui sont Jean Mouette ici et François Sèvres qui est ici. Donc je remercie pour leur aide. Alors la première chose qu'on peut faire quand on veut savoir comment un astronome est perçu dans le public, c'est d'aller, ce qu'on fait toujours maintenant sur Google. Vous tapez astronome, image, et voilà ce que vous obtenez. Alors c'est un peu déprimant pour les astronomes professionnels parce que, comme vous pouvez voir, vous avez effectivement beaucoup de gens qui sont soit des caricatures, soit des dessins assez simplifiés, soit carrément du fantastique total. Et donc, si vous prenez ça comme référence, vous n'avez plus qu'une seule solution à faire, c'est vous acheter un chapeau pointu et puis le mettre pour avoir l'air sérieux, ce que je vais faire.
Alors, aussi, en ce moment, donc, il y a beaucoup de débats au Parlement sur un métier qui se prétend le plus vieux du monde. Alors ça, c'est entièrement faux. Le plus vieux métier du monde, c'est astronome. Il y a des témoignages d'observatoires qui datent de 5000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est difficile à savoir exactement parce qu'il n'y avait pas de chronologie très précise à l'époque. Mais le plus vieux officiel, c'est celui-là qui est en Égypte, dans lequel on reconnaît des lignes qui permettent de calculer des levées d'astres et donc de faire des prédictions sur les calendriers, en particulier pour les moissons. Et puis les premiers documents écrits s'en viennent des tablettes cunéiformes de Babylone. Donc elles datent de... alors les tablettes elles-mêmes qu'on a datent d'à peu près moins 1000 ans et probablement les observations qui ont permis d'établir ces catalogues et ces tables datent de plutôt au moins 1300. Donc c'est des documents extrêmement anciens. Alors évidemment, le catalogue d'étoiles n'était pas très étendu puisque le catalogue, cette tablette, donc les 12 fois 3, ça indique qu'il y avait 3 étoiles par mois, 12 mois dans l'année, donc le catalogue fait 36 étoiles, mais c'est un début. Donc la classification que je vais essayer de prendre, c'est une classification simplifiée en 4 étapes et 4 métiers différents qui sont le mage, l'aventurier, l'astronome avec son télescope et l'astronome sans son télescope. Alors c'est à la fois une classification et c'est aussi grosso modo une chronologie. Mais en fait, il y a des recoupements puisqu'on peut encore trouver des astronomes qui font les mages à l'heure actuelle, j'en connais. Donc les mages, c'était la première fonction en fait des astronomes puisque et c'était leur utilité, c'était d'arriver à faire des observations et surtout des prédictions. Les prédictions étaient indispensables pour l'agriculture, mais aussi indispensables pour la vie de tout le monde, puisque à l'époque, tout était mélangé. Et donc les gens pensaient que ce qu'on pouvait lire sur Terre, ça pouvait aussi se lire sur le ciel, que tout était en interaction. Et donc il y avait ce côté calendrier, lien avec le ciel et prédiction. Et ça, c'est quelque chose, ce mélange se retrouve dans toutes les civilisations qui ont développé de l'astronomie, dont les plus anciens pour lesquels on a des témoignages écrits, c'est Sumer et Babylone, mais aussi en Égypte, en Chine, en Inde, dans le continent américain. Les exemples connus, c'est l'astronomie chinoise, qui est là, ça avait vraiment une fonction publique, qui est faite puisque l'empereur est le fils du ciel et donc interagit directement avec le ciel et a besoin d'avoir une cohorte d'astronomes mages qui lui expliquent quels sont les événements, si les périodes pour faire telle ou telle action vont être favorables ou non. Donc c'est extrêmement lié et ça repose tout de même déjà sur une astronomie de position extrêmement précise et documentée. Le catalogue d'étoiles qui était publié vers 660 contient déjà à peu près une bonne, presque un peu plus d'1 millier d'étoiles, avec une précision en position qui n'est pas exceptionnelle, mais enfin qui est pour l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Alors l'astronomie, au sens strict du terme, pour elle-même, on peut la dater évidemment comme beaucoup de choses des Grecs. Et les Grecs ont été les premiers à faire la distinction entre l'astronomie et l'astrologie. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas d'astrologie, mais ils ont clairement fait une distinction et qu'on peut voir dans les livres particuliers de Ptolémée, qui est l'astronome à l'époque alexandrine, qui a fait une compilation de tout ce qui avait été fait dans l'astronomie grecque. Et il a fait 2 livres, un pour l'astronomie, qui s'appelle l'Almageste, et l'autre pour l'astrologie, qui s'appelle le Tétrabiblos. Et il croyait aussi bien à l'un qu'à l'autre, d'ailleurs. Mais il séparait les fonctions. Bon, et tout le monde connaît les succès de l'astronomie grecque,
avec l'invention de l'astrolabe, la mesure de la taille, la courbure de la Terre, des catalogues d'étoiles, des systèmes cosmographiques. L'astronomie a continué à se développer, pas du tout en Europe, mais en Orient, avec l'astronomie. Alors souvent on l'appelle l'astronomie arabe, moi je l'appelais l'astronomie musulmane, c'est pas pour une raison de religion, mais aussi parce qu'il y avait des astronomes arabes, entre guillemets, qui étaient mongols, perses, arabes proprement dit, donc c'est beaucoup plus général que cette astronomie s'est développée depuis ce qui est maintenant l'Afghanistan, jusqu'en Andalousie. Et la religion a imposé un certain nombre de problèmes, posé des nouveaux problèmes aux astronomes qui ont eux-mêmes généré des travaux théoriques un peu compliqués. D'abord, il fallait trouver le début et la fin du Ramadan, qui est donc fonction du calendrier lunaire, puisque c'est lié à l'apparition et à la disparition du premier croissant de la Lune. Donc c'est évidemment quelque chose qui change suivant où vous êtes. Il y a même maintenant des gens qui font ça en fonction de la hauteur dans les grandes tours, ce qui est peut-être un peu exagéré. Il fallait aussi savoir quelle était la direction de la Mecque. Quand vous êtes dans un empire qui fait, comme je l'ai dit, depuis la Perse jusqu'en Espagne, la Mecque, c'est pas au même endroit. Et il faut savoir trouver la direction de la Mecque. Et ce n'est pas un problème simple. Et puis, bon, il y avait tous les horaires des prières du jour. Donc, en fait, ça a généré, ces problèmes nouveaux imposés par la religion, ont généré une grande activité scientifique. Ce n'est pas souvent le cas, mais là, c'est le cas. Et donc, il y a eu énormément de développements qui ont été faits. Là, c'est un exemple qui est connu, c'était Al-Soufi au Xe siècle qui avait fait un grand catalogue d'étoiles avec l'identification de toutes les constellations. En plus, c'est des très beaux dessins. Et ce type a continué jusqu'au XVIIIe siècle avec les grands observatoires de pierre qu'on trouve encore. Celui-ci, c'est en Inde, qui ont été un peu l'apogée et la fin de ce genre d'études. À l'époque, en Europe, il ne se passait pas grand-chose. Et il y avait encore quelques personnes qui faisaient de l'astronomie. En fait, ils faisaient surtout de l'astrologie. Vous avez ici une représentation de 1400 qui représente un peu les connaissances. Donc vous avez tous les signes du zodiaque, la manière dont l'homme se décline du bas en haut sur les signes du zodiaque. Et puis même après, vous avez ici une gravure d'Urer qui montre un astronome. Bon, vous avez ici les planètes, le ciel étoilé, le compas qui en fait signifie plus l'idée de Dieu que celle de la science dans ce cas-là. Et donc c'est encore une vision complètement, pas archaïque, mais enfin extrêmement dominée par la partie astrologie, prédiction des temps anciens. Et progressivement, il y a même au début de la Renaissance une appropriation des travaux des astronomes arabes, surtout par l'influence espagnole, et par là de la connaissance des Grecs. Et vraiment, le XVIIe siècle a été le début de l'astronomie moderne, avec, évidemment, l'invention de la lunette par Galilée, et puis tous les travaux de Copernic, les grands catalogues d'étoiles faits par Tycho Brahe, Kepler. Donc il y a toute cette révolution du XVIIe siècle qui a en fait fondé un peu l'astronomie moderne telle qu'on la connaît, à la fois sur le plan instrumental et sur le plan théorique, avec l'abandon des systèmes centrés sur la Terre et l'apparition des systèmes héliocentriques. Enfin, pas l'apparition, la domination. Et alors, le XVIIe siècle a surtout été consacré à la cartographie des étoiles. Et ça, c'est quelque chose qui a continué et qui continue encore de nos jours. Et le plus vieil atlas
qu'on utilise encore, enfin qu'on utilisait encore dans la génération de Daniel et moi. C'est le catalogue dit BD, parce que le nom allemand était absolument imprononçable, donc je ne le prononcerai pas, et qui est un catalogue qui a été fait entre 1850 et 1860, qui comprenait 325 000 étoiles. Ça a été le dernier relevé d'étoiles fait avant la plaque photographique. Et là, il n'était plus fait avec des instruments de visée, et il était fait avec des lunettes. Alors ça se passait de la manière suivante, il y avait quelqu'un qui regardait à une altitude donnée, puis il regardait les étoiles quand elles passaient. Quand elles passaient, il appuyait sur une cloche, et puis il y avait quelqu'un dans la pièce d'à côté qui regardait l'heure. Et donc ça permettait comme ça de savoir exactement à quelle position était l'étoile. Ça marchait très bien. Ça marchait tellement bien que maintenant, avec les précisions qu'on a, on sait identifier quelle personne a fait telle mesure. Parce que suivant l'astronome, il y avait des astronomes anxieux qui sonnaient la cloche juste un peu avant, ou d'autres qui étaient plus relax, qui le faisaient juste un peu après. Donc ça donne des tout petits décalages systématiques qu'on peut retrouver. Pour ceux que ça amuse. Et puis, bon, c'est des choses qui ont changé. Alors après, ça a beaucoup changé avec la plaque photo. Et ça vous donne un peu l'évolution. Là, vous avez la précision en seconde d'arc, et là, l'année. Et vous voyez toute l'évolution de la précision des catalogues. Donc le catalogue qui a vraiment fait quelque chose de fondamental, c'était les deux catalogues faits avec le satellite Hipparcos. 1 million d'étoiles avec une précision de positionnement de 1/10 de seconde d'arc. Et je mentionne tout de même le projet phare, c'est Gaia, un projet de satellite qui est ici, qui sera lancé la semaine prochaine, le 19 décembre, et qui aura pour ambition de cartographier toute la Voie lactée et de mesurer plus d'1 milliard d'étoiles, c'est-à-dire 1/100 des étoiles qui sont dans la galaxie. C'est même Et bon, après, ce sera un peu plus difficile. Je ne sais pas si on fera un autre satellite pour mesurer 2/100 ou... Enfin, c'est... Donc Gaia est Le relevé devrait prendre 4-5 ans, et puis après, il y aura évidemment tout le traitement de données. Donc dans 10 ans, vous aurez un catalogue de 1 milliard d'étoiles avec une précision extraordinaire. Alors en ce qui concerne le deuxième développement, ça a été la période que j'ai appelée les aventuriers. C'est une période qui a commencé surtout au XVIIIe siècle. Il y avait un certain nombre de bonnes raisons de faire des expéditions lointaines. J'en ai mis 3, mais d'abord il y avait la géodésie, c'est-à-dire la mesure de la Terre. Les théories de Newton prédisaient qu'il y avait des aplatissements de la Terre à cause de sa rotation, donc il fallait vérifier que ça existe. Puis déjà, il fallait aussi mesurer de manière précise la rotation, enfin, disons, la courbure de la Terre, les distances, pour avoir des cartes. Ça, c'était plus pour la partie militaire. Et sur la partie plus purement scientifique, il y avait les éclipses de soleil, qui étaient un des seuls moyens que l'on avait à l'époque d'observer les zones extérieures du Soleil, autrement les gens étaient complètement éblouis. Et puis les transits de Vénus devant le Soleil, qui était un des moyens de mesurer la distance Terre-Soleil. Donc les gens savaient depuis le XVIIe siècle qu'on pouvait faire cette mesure. Le premier transit de Vénus avait été observé en 1630 par quelqu'un qui avait eu une chance incroyable, parce qu'à l'époque, les calculs n'étaient pas très précis, donc il avait calculé que le transit de Vénus devait avoir lieu un jour. Il ne savait pas trop comment l'observer, donc il a mis une lunette, il a mis un écran dans son bureau, et puis il l'a pointé sur le Soleil, et puis il a attendu. En fait, il n'a rien vu pendant les 3/4 de la journée, parce qu'il y avait des nuages. Et puis il y a eu, heureusement, c'était en Angleterre,
C'est pas étonnant qu'il y avait des nuages. Et puis donc après, les nuages sont disparus en fin de journée. Et là, il a vu un petit point noir se déplacer sur le Soleil. C'était vraiment un hasard complet. Le transit de Vénus, ça arrive, c'est pas très fréquent, donc ça arrive tous les 130, quelque chose comme ça, années, et il y en a 2 qui suivent à 8 ans d'intervalle. Donc il y a eu une grande campagne au XVIIIe siècle et une autre au XIXe siècle, et puis il y a celui que vous avez vu en 2004, probablement. Vous avez ici, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'Observatoire de Paris, antique, ce qui est dans la salle de conseil qui représente le transit de Vénus. Il y a Vénus ici, le Soleil là, c'est même plus joli que ce que l'on voit, où on voit juste un point noir devant un disque jaune. C'est pour ça que j'ai mis ça, je trouvais que c'était mieux. Et les éclipses, vous avez ici une photo spectaculaire où on voit effectivement les zones externes du Soleil. Donc c'est un cliché qui a été pris par Jean Mouette, je ne sais où, dans une des nombreuses éclipses auxquelles il a assisté. Donc ici, vous avez une carte qui montre les différentes positions où les gens ont été observer le transit de Vénus pour la partie XVIIIe siècle, donc 1761-1769, et puis la partie en bleu, la partie XIXe siècle, donc 1874 et 1882. Alors vous voyez que même au XVIIIe siècle, les gens ont couvert pratiquement la Terre entière. Quand on connaît les moyens de déplacement de l'époque, c'était tout de même assez une performance, d'autant plus que pratiquement toute l'Europe était en guerre à ce moment-là. Donc les gens devaient se déplacer dans des bateaux, ils avaient des sauf-conduits, qui étaient plus ou moins respectés. Donc c'était une vraie aventure. Alors on peut aussi voir, par exemple, le point ici, 4, si vous regardez, vous voyez que c'était en fin fond de la Russie, par M. Chappe, l'abbé Chappe, français en 1761. Puis vous regardez ici, en Basse-Californie, 8, Cabo Santa Lucia, Basse-Californie, Mexique, Chappe, le même. Donc il a traversé la moitié de la Terre en 8 ans pour aller de la Sibérie en Californie. Alors on ne peut pas passer tous les gens, mais juste les plus célèbres sont effectivement Chappe d'Haute-Roche, qui est allé en Sibérie, et où il a vu, effectivement, il a fait des très bonnes observations. Et après, il est allé en Basse-Californie en 69. Il a aussi fait des observations. Malheureusement, il est mort d'une dysenterie. Donc, il n'est jamais revenu. Et vous avez ici l'enterrement de Chappe d'Haute-Roche, qui est mort donc, juste après le passage de Vénus, le lendemain. L'autre qui est très connu aussi, c'est Guillaume le Gentil, qui lui était allé dans l'océan Indien. Et il a été... il avait pris ses dispositions parce qu'il était parti 1 an et demi à l'avance. Donc il est arrivé à l'île de la Réunion, cherchant un bateau pour aller à Pondichéry. Il a mis du temps, finalement il a trouvé le bateau. Quand il était au milieu de l'océan Indien, on lui a appris qu'il fallait qu'il fasse demi-tour parce que les Anglais avaient attaqué Pondichéry et il y avait la guerre et la ville était complètement dévastée. Donc il est revenu, il n'a pas eu le temps d'arriver à la Réunion. Donc le premier transit de Vénus, il était au milieu de l'océan Indien, ce qui n'est pas le bon endroit pour faire des mesures astronomiques. Donc au lieu de rentrer, il a décidé de rester. Donc il a attendu 8 ans, le prochain transit de Vénus. Et là, il est retourné à Pondichéry, ce qui était même assez sportif, parce que la ville avait été entièrement rasée. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Et donc, il a remonté un observatoire et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait, le transit était le matin. Il y avait eu 1 mois de beau temps le matin. Il y a eu 4 heures de nuages le jour du transit. Et il s'est remis à faire beau pendant encore 1 mois. Donc, ça l'a un peu énervé. Et donc, il a écrit ça, dans lequel on peut reconnaître aussi, de temps en temps, des frustrations qu'on a connues en étant astronome, en allant au bout du monde, et puis on fait des observations. Enfin, on veut faire des observations, il fait mauvais.
Voilà, donc après, il est même rentré. Quand il est rentré, il a eu la joie de s'apercevoir qu'il avait été déclaré mort, que ses héritiers étaient en train de dilapider son capital, que l'Académie des sciences dont il était membre avait déclaré son siège vacant et était en train de nommer son remplaçant. Enfin bref, il a mis un certain temps avant de retrouver une vie normale. Bon, c'est bien beau d'aller se balader au coin du monde, mais pour montrer un peu le genre de calcul après que les gens faisaient à l'époque, tout ça à la main. Heureusement qu'on a des ordinateurs de nos jours. Et puis alors il y a des expéditions qui, de temps en temps, c'est un peu plus... Bon, ça fait un peu Club Med, ça, l'éclipse, je ne sais pas où elle était, celle-là en 1965. Ou alors celle-là qui était au Kerguelen, je n'ai pas réussi à comprendre ce que faisaient tous ces gens alignés, en train de regarder la personne qui était en train de régler son télescope. Si quelqu'un a une idée. Alors un cas que j'aime bien, c'est vraiment un cas extrême des aventuriers, c'est Jules Janssen, qui est le fondateur de l'observatoire de Meudon, qui à l'époque a été construit loin de l'observatoire de Paris pour faire de la spectroscopie et être un endroit où on n'était pas pollué par l'agglomération parisienne. Meudon paraissait bien à cette époque-là. Et ça a été un invraisemblable voyageur. Alors, j'ai mis ici tous les voyages principaux. Je n'ai pas mis les petits détails où il part une semaine pour aller en France ou en Europe. C'est vraiment les grands voyages de Janssen. Donc vous voyez, en fait, il va aux Indes, il va au Japon. Du Japon, il va au Vietnam. Après, il va en Caroline du Nord pour une éclipse en Océanie. Pas Caroline, dans l'île Caroline en Océanie. De là, il remonte par Tahiti, Hawaï, San Francisco. Enfin bon, donc il passe son temps à voyager. C'était d'autant plus méritoire qu'il avait eu un accident dans sa jeunesse et il boitait. Enfin, donc ce n'était pas quelqu'un qui était extrêmement mobile. Donc il a passé son temps à voyager pour la science. Alors ça pose un problème auquel beaucoup d'astronomes qui continuent à voyager se sont trouvés confrontés. C'est le problème avec sa famille. Donc comment l'astronome interagit avec sa famille et est-ce que la famille lui apporte un soutien sans faille? Alors vous avez ici une lettre de M. Janssen à sa femme lui expliquant comme c'est beau un astronome en train de regarder les astres et comme permettant d'avoir accès à toutes les lois du cosmos, etc. Donc c'est très lyrique. La réponse de sa femme, alors c'est pas la réponse elle-même, mais c'est pas à cette lettre, mais c'est évidemment un peu différent. Donc elle râle parce que ça fait 6 mois qu'elle vit entre son fils et puis le père de Janssen, que Janssen a un peu oublié de lui donner de l'argent. Qu'à chaque fois qu'il est parti, il a dit qu'il partait 1 mois, il reste 2 mois. Et donc elle termine, crois-moi, Jules, tu négliges beaucoup trop de faire plaisir à ta femme, de satisfaire ses goûts selon ton pouvoir. Ce n'est pas le moyen de la conserver jeune, gaie et bien portante. De temps en temps, on a ce genre de discussion dans les familles d'astronomes. Alors le chef-d'œuvre de Janssen, ça a été l'observatoire qu'il a pas construit, mais fait construire au sommet du Mont Blanc. Alors quand on dit sommet, c'est vraiment sommet. Vous avez ici un cliché de l'époque, et l'observatoire est ici. Vous avez la photo ici au sommet. Et alors ce n'est pas exactement le sommet, il l'a déplacé de quelques mètres pour pouvoir être vu de Chamonix. Et puis vous avez ici Alors, donc Janssen, quand il a commencé cette grande idée d'aller au sommet du Mont Blanc, alors ce n'était pas complètement farfelu. L'idée, c'était d'aller se débarrasser le plus possible de l'atmosphère terrestre. Janssen a été un des premiers à montrer que beaucoup des raies que l'on observe en regardant le Soleil venaient en fait d'absorption dans l'atmosphère terrestre. Donc son idée, c'était d'aller le plus haut possible pour avoir le moins d'atmosphère et se débarrasser de toutes ces raies parasites. Et donc il fallait vraiment être le plus haut possible, et le sommet du Mont Blanc, c'était ce qu'il pouvait faire de mieux en Europe. Mais comme il n'était pas très mobile, il a fait construire à l'observatoire de Meudon une échelle
avec un siège. Et donc c'était une échelle à porteur dans lequel lui il était confortablement assis. Il y avait quelques robustes gaillards à l'avant et à l'arrière qui le portaient. Et donc il a fait l'ascension du Mont Blanc comme ça. Ça, c'était dans les parties pas trop accidentées. Et la partie accidentée, là, il passait sur un traîneau tiré par 12 personnes. Donc, ça, c'est un communiqué qu'il a fait à l'Académie des sciences après sa première ascension, que je trouve assez gonflé, parce que d'abord, il explique qu'effectivement, il y a 12 personnes costauds qui l'ont hissé au sommet du Mont Blanc. Il remarque que c'est la première fois que quelqu'un a fait ce voyage de cette manière. Et il dit que c'est même le mode de voyage qui permet de s'affranchir de la fatigue et donc de bénéficier complètement des beautés de ces hautes régions. Donc c'est facile, si vous voulez aller au sommet du Mont Blanc, vous prenez cette méthode et vous aurez... voilà. Alors, bon, ça c'était Janssen, mais à côté de ça, il y avait d'autres gens qui, eux, construisaient. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est la liste de ce qui est arrivé pendant 35 jours pendant la phase préparatoire pour la construction. Il y a eu un guide qui a eu les pieds gelés. Il y a eu une révolte des ouvriers parce qu'ils n'étaient pas assez payés. Il y a eu une énorme tempête, donc le travail a été arrêté. Il y a 5 ouvriers qui ont été pris dans une avalanche. Alors, il n'y a pas eu de mort chez eux, mais il y a eu 2 morts dans une cordée qui suivait. Il y a eu un ouvrier avec un pied gelé, un autre avec le mal des montagnes qu'il a fallu descendre, un ouvrier avec les doigts gelés, et le comble, c'était que le docteur qui était censé assurer le suivi médical de l'équipe est lui mort d'une embolie pulmonaire consécutive au mal des montagnes. Donc ce n'était pas les parties de plaisir de faire tout ça. Et puis donc les gens qui faisaient de la montagne savaient que ça ne durerait pas longtemps, parce que le Mont Blanc, c'est un glacier, et qu'un glacier, ça bouge. Donc, effectivement, ça n'a pas duré longtemps. Donc, vous avez ici tel qu'il a été construit, quelques années après, et 1909, le moment où il avait tellement bougé qu'en fait, il est arrivé sur une crevasse et il a été démoli. Tout ce qui restait, c'était la tour qui a été démonté et que vous pouvez voir dans le musée de Chamonix. Donc c'était une grande idée, mais ça n'a pas donné grand-chose, ça coûtait très cher. Alors les observatoires de montagne, en fait, suivant, il a toujours été un précurseur, parce que des observatoires de montagne, il y en a eu plein, après, toujours pour se débarrasser de l'atmosphère. Alors les exemples les plus connus, c'est l'observatoire de la Jungfrau. En fait, ça a bénéficié du développement des chemins de fer et des téléphériques entre 1900 et 1950 dans les Alpes. Alors ici, vous l'avez, l'observatoire de la Jungfrau tel qu'il était dans les années 40. En fait, le train arrive ici, il y a un hôtel, une station scientifique et l'observatoire, on y monte par un ascenseur qui arrive en haut. Et vous avez ici tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc c'est un endroit qui est pas mal, c'est joli, qui a été beaucoup utilisé. Alors ici vous avez une photo de gens de l'IAP dans les années 50 qui sont en train d'observer au sommet du Sphinx ici. C'est ce que j'appelle la tour du Sphinx dans lequel il y a l'observatoire avec les équipements de l'époque. Donc en général, on montait par le train et puis après on amenait les caisses à l'ascenseur et on montait jusqu'à l'observatoire par l'ascenseur. Et alors vous avez ici une photo de Daniel Challonge, qui est un des fondateurs de l'IAP, qui était aussi un excellent alpiniste, dont la légende prétend que l'ascenseur du Sphinx était en panne. Et donc ça ne l'a pas arrêté, donc il est parti avec son piolet, ses crampons et une corde dans laquelle il tirait la caisse dans laquelle était son spectro pour l'installer là-haut. Bon, puis c'était quelqu'un qui n'avait vraiment pas peur de, comme on dit, mouiller sa chemise, parce que ça, il observait dans le Grand Nord, ça ne devait pas être des conditions très amusantes. Un autre observatoire en France, c'est l'observatoire des Cosmiques,
qui n'est pas un observatoire d'astronomie traditionnelle, mais dans lequel, puisque c'était fait pour les rayonnements cosmiques, qui lui a bénéficié de la construction d'un téléphérique de l'aiguille du Midi qui, à l'époque, n'allait pas à l'aiguille du Midi, mais au col du Midi, ici. Alors voilà le téléphérique, ce qui a tout de même permis de construire le refuge des cosmiques et même d'aller monter des choses. Ces bobines-là font plusieurs centaines de kilos et ça servait donc à faire des mesures de la détection de particules du rayonnement cosmique. C'est là qu'a été découvert le méson par Louis Le Prince-Ringuet. Alors plus tard, d'autres observatoires sont développés, en particulier au Gornergrat, donc c'est juste au-dessus de Zermatt, en face du Cervin. C'est un endroit pas mal parce qu'on observe ici, on dort dans l'hôtel et on mange dans l'hôtel. Et puis quand il ne fait pas beau, on va faire du ski, c'est pas désagréable. Et alors, je vais vous montrer ça parce que on l'a beaucoup utilisé dans les équipes avec lesquelles je travaillais à Saclay pour tester des instruments dans le domaine infrarouge lointain et submillimétrique, en particulier pour tester des instruments qui ont été mis après sur le télescope Herschel, le satellite Herschel. Donc quand vous développez des instruments pour un satellite, ça fait 10-15 ans de développement, et puis vous voulez vérifier que ce que vous construisez fonctionne. Donc on essaye de les tester. Alors évidemment, on ne peut pas tester ça comme si c'était dans l'espace, mais on essaye de trouver des substituts. Et ça, c'était un substitut pour ces premiers projets d'observation dans l'infrarouge très lointain. Alors ça, vous trouvez ça très moche, vous avez raison. Mais nous, on était extrêmement contents parce que c'était la première fois qu'on arrivait à faire une image astronomique avec ce détecteur-là qu'on développait depuis 10 ans. Alors c'est une image de Saturne qui a été prise avec ce télescope-là. Bon, après, quand vous voyez les images qui ont été faites avec Herschel, bon, on a fait un peu mieux depuis, mais c'était la première fois qu'on a pu montrer que ce développement avait une chance de fonctionner. Et alors je mentionne juste pour la petite histoire, l'observatoire le plus haut, c'est en Bolivie, 5200 mètres. C'était là aussi essentiellement d'ailleurs des rayonnements cosmiques. Alors, passer maintenant à l'astronome et le télescope. Donc les années 1960-2000, c'était vraiment le développement des grands observatoires modernes, essentiellement au Chili, à Hawaï et aux Canaries. Alors juste parce que, comme j'en parlais un peu, juste pour vous donner une idée des donc Santiago, la capitale du Chili, il y a eu toute une série d'observatoires qui se sont développés dans les années 60, 70, 80 autour de la ville de La Serena. Et puis plus récemment, la partie VLT de l'ESO au Paranal. Et puis après, maintenant, ALMA et puis un certain nombre d'autres observatoires dans le désert de l'Atacama à 5000 mètres d'altitude. Alors pour vous donner une idée, de là à Calama, vous avez 2 heures d'avion. De Santiago à La Serena, il y a c'est comme 600 km à peu près. Donc ça se fait, à l'époque, ça se faisait assez mal, il n'y avait pas beaucoup de routes. Donc la Silla, telle que c'était fait, ça a été en 1970, donc juste un grand télescope ici, petit, un peu le désert à côté. Tel qu'il est maintenant, donc c'est plus le premier observatoire, mais enfin c'est de l'ESO, mais ça reste un observatoire extrêmement actif, avec des résultats importants. Donc le Hawaï, donc là 4200 mètres, tel que c'était dans les années 50, quand il y a eu les premières études de site, c'était vraiment le désert, c'est la Lune. Ça ressemble à Mars, il n'y a rien. Il y a juste de la pouzzolane, pour ceux qui connaissent la pouzzolane. Tel que c'était quand on y est allé les premières fois en 1980, ça s'est vu depuis le télescope, la passerelle du télescope Canada-France-Hawaï, et tel que c'est maintenant, avec des dizaines de télescopes qui se sont installés depuis. Donc ce ne sont pas des aventures qui sont faites en une fois, c'est des choses qui ont pris un grand nombre d'années. Alors je ne résiste pas à vous montrer des photos de l'époque que j'avais prises. Donc vous n'arrivez pas à lire ici, mais
Dans cet endroit extraordinaire, vous trouvez la pancarte dit parking area, ça veut dire aire de repos avec une poubelle. Bon, vous voyez que c'est pas extrêmement actif comme région. Alors là aussi, ça a été beaucoup de discussions, alors pas uniquement familiales, mais aussi avec les administratifs. Pourquoi vous allez à Hawaï, vous allez vous dorer la pilule. Donc c'est ça que les gens avaient en tête. Astronome à Hawaï, alors comme je vais montrer, c'est pas exactement ça qu'on allait voir. D'autant plus que Hawaï, c'est pas non plus un endroit, il y a des volcans, il y a de la lave. Si vous oubliez votre voiture, malgré les panneaux qu'on vous donne, vous risquez d'avoir des problèmes, et puis vous pouvez même aller vous promener sur la lave, ce qui est toujours extrêmement amusant. Alors, un observatoire, ça se construit, et ça passe par un certain nombre d'étapes clés. Donc, d'abord, vous avez la recherche du site. À l'époque, maintenant, on a des moyens de caractérisation des sites, mais à l'époque, il fallait prendre son cheval et puis arpenter les montagnes dans le désert pour trouver l'endroit idéal, ou des voitures, comme ça c'est aux États-Unis, dans l'Arizona. Ça c'était au Chili pour l'Eso et pour Tololo. Et ça c'était aussi au Chili. Donc ça prend un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit idéal. Une fois que vous avez l'endroit idéal, il faut marquer son territoire. Donc vous avez quelques gestes fondateurs. Donc il faut en général, on scalpe les montagnes pour construire les télescopes. Vous commencez les travaux. Donc à l'époque aussi, ça c'est les démarrages, les premiers travaux à la CIA. Oui, ça reste encore assez manuel. Il faut équiper le site. Alors on commence par équiper par des commodités indispensables. Je pense que je n'ai pas besoin de vous commenter à quoi sert cet édifice. Et ça, ça peut être utile, comme je vais vous le montrer sur la diapo d'après, puisque on commence à construire des routes d'accès. C'est des routes en terre dans la montagne. Ce n'est pas toujours extrêmement sûr. Des accidents comme ça, il y en a eu pratiquement sur tous les observatoires. Là, ça fait rire parce que je l'ai fait un peu comme ça, mais il y a eu pas mal de gens qui sont malheureusement morts dans ces accidents de voiture. Et puis, quand on ne peut pas construire de route, en particulier comme pour aller à la Silla au début, il n'y avait pas d'avion interne sur les lignes internes. Le bus qu'on pouvait prendre de Santiago, il mettait 24 heures pour y aller. Donc l'idée, c'était de construire un petit aéroport en terre, et les gens, les eaux affrétaient un avion, petit avion, un Piper 8 places, et c'est comme ça qu'on allait observer. Donc, si on résume la vie d'une montagne avec les astronomes, ça c'est le Paranal, là où est installé le VLT. Donc ça, c'était la montagne tranquille, plein désert, c'est beau, il n'y a rien, c'est magnifique. Malheureusement, les astronomes arrivent. Donc ils commencent par tout raser. Une fois qu'ils ont tout rasé, ils commencent à construire. Donc regardez les dates, même ça c'est 99, là c'est 91. Donc il a fallu presque 10 ans, et encore là vous avez, il y a les bâtiments, mais il n'y a pas les télescopes dedans. Et puis là c'est la vision actuelle des astronomes tels que c'est installé pour une trentaine d'années, dans sa configuration finale, ou presque finale. Alors, les astronomes sont aussi des gens sociaux. Donc, vous avez ici des images de la vie au début à la CIA. Donc, vous avez le téléphone radio. Extrêmement important, le terrain de football, parce qu'on est même en Amérique du Sud. Et donc, il a fallu construire d'abord des baraquements, puis après un hôtel, dans lequel les conforts, évidemment, à chaque fois augmentent. Et il augmente tellement que ça devient presque indécent dans l'hôtel qui sert de résidence pour les gens au VLT, qui est cet grand hôtel avec cette bulle, qui en fait est la bulle qui est là et qui recouvre un jardin tropical qui a une certaine fonction. Ce n'est pas juste pour l'agrément, il sert à recycler l'eau
les eaux usées de l'hôtel sont filtrées et on utilise la végétation ici pour le refiltrer. Et ça permet aussi d'avoir un environnement assez étonnant. Les chambres ont toujours été spartiates, mais donc vous avez ici les chambres à la Silla et là les chambres à l'hôtel de Paranal. La cuisine a fait quelques aussi évolutions. Donc là, vous avez la cuisine à la Silla en 69, la cuisine à Paranal. Et les cantines, bon, ça, un peu comme toutes les cantines. Donc vous l'avez en 69, là dans les années 80. Ça, c'est ce qu'on a connu. Et puis maintenant, Paranal. Alors là, ça fait un peu restaurant 3 étoiles, ou 4, ou 5, ce que vous voulez. Mais grosso modo, on ne mange pas beaucoup mieux. C'est ça qui est rassurant. Alors, observer, c'est bien, mais c'est difficile, surtout au départ, puisque les gens guidaient à l'œil. Alors, un télescope, ça bouge. Alors, quand vous avez un petit télescope comme ça, vous avez une petite échelle, et puis si le télescope, vous voulez regarder dans une direction, vous déplacez l'échelle, et puis vous adaptez. Maintenant, quand vous avez des instruments qui sont plus grands, comme la grande lunette de Nice, vous avez déjà des grandes échelles comme ça, et il faut être 2 pour observer, 1 pour pousser la chaise en fonction de la position du télescope, et puis un qui monte ou qui descend pour regarder dans l'oculaire. Dans d'autres télescopes plus classiques, des vrais télescopes, pas des lunettes, le problème a souvent été réglé. Là, vous avez ici l'OHP, au 193. Le plancher qui est là est mobile, et monte ou descend. Donc, en fait, en fonction de la position du télescope, vous avez un bouton, vous faites monter ou descendre le plancher. Alors ça, c'est bien quand on observe là, ce qu'on appelle le foyer Cassegrain. Quand vous observez au foyer Newton, qui est tout en haut, là, ça devient plus sportif. Parce que d'abord, vous êtes à 10 mètres du sol. On est assis assez mal, on n'est pas très... C'est assez inconfortable. Et puis, on se retrouve sur une espèce de passerelle qui est comme ça, qui est assez branlante. Et puis, quand vous avez des observations qui durent longtemps, typiquement quelques heures, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes obligé de rester là-haut. Et donc, il y avait une procédure de secours avec un seau en plastique et une ficelle. Si on avait besoin de quelque chose, on hurlait, on descendait le seau, on le récupérait. Et vraiment, en cas d'urgence, on pouvait descendre. Il y avait une échelle de corde. Et évidemment, il fallait descendre de nuit, parce que, sans allumer la lumière, parce que sinon, on tuait l'exposition. Alors, encore plus inconfortable, au lieu d'être à l'extérieur, sur les très grands télescopes, on peut être à l'intérieur, dans ce qu'on appelle une cage primaire, de foyer primaire. Donc, vous avez ici un astronome américain connu, M. Mayall, en train d'observer un télescope qui porte son nom. Il faut passer toute la nuit comme ça, il fait même assez froid. Donc, il faut des... Alors, les cages, c'est la vraie astronomie. Alors ça, c'est celle du 3,60 m de l'ESO. Donc vous voyez, l'astronome est en haut. Là, vous voyez le miroir primaire en bas. Et entre là et en bas, il y a à peu près 12 mètres. Alors, et celle-là était assez impressionnante parce qu'en fait, il n'y avait pas de toit. Et on avait la tête qui dépassait. Donc on voyait tout ce qui se passait à droite et à gauche. Il ne fallait pas trop avoir le vertige. Et en particulier, le démarrage était compliqué parce qu'on mettait le télescope à l'horizontale, il fallait ramper pour s'asseoir sur ce siège, et après on appuyait sur un bouton, puis le télescope commençait à pointer. Et on a eu des émotions avec un des directeurs de l'IAP, avec lequel on s'est retrouvé à faire des observations, qui était quelqu'un d'un peu impressionnable. Et pour rigoler, avec Daniel, on l'avait installé dans la cage. Et après, on l'a envoyé à des endroits où il était vraiment inconfortable. On a arrêté, puis on lui a assez vite. Dans la cage primaire du CFH, elle était beaucoup plus haute, parce que le télescope est en fait plus grand. Et contrairement à celui de l'ESO, en fait, on y entrait en position verticale.
Donc quand j'ai travaillé, en fait, il y avait un ascenseur qui montait le long du dôme et avec un petit pont qui arrivait ici. Et là aussi, c'était assez vertigineux. Et maintenant, il l'a remplacé. Il y a une espèce de chariot élévateur. Alors de là au sol, il y a à peu près 18 mètres. Là aussi, il ne faut pas avoir le vertige. Il y a une histoire célèbre qui, au CFH, c'est un astronome français connu, dont je ne vous donnerai pas le nom, qui observait avec un instrument qui demandait des pauses très longues. Et donc, il fallait qu'il reste dans la cage pour faire toutes ces observations. Et puis, il a été pris d'un besoin extrêmement pressant. Et évidemment, il ne pouvait pas interrompre. On n'arrête pas la science, donc il fallait qu'il résolve son problème. Donc, finalement, il a utilisé sa chaussure pour pisser dans sa chaussure, pour dire vulgairement. Et il a continué à observer pendant encore quelques heures. Alors après, il avait froid aux pieds, et surtout quand il est redescendu avec sa chaussure à la main. Bon, il y a des gens qui ont... Ça a fait la joie d'un certain nombre de personnes. Bon, c'est pour vous dire, c'est un apostolat, là. Donc, la manière dont ça fonctionnait à l'époque, c'est qu'on faisait des propositions de temps, elles étaient évaluées, et puis, par un jury scientifique, si on avait le temps, on disait, voilà, vous pouvez observer tel télescope dans telle configuration pendant 3 nuits, du 1er janvier au 3 janvier. Vous alliez là-bas, il faisait beau, il faisait pas beau, le télescope marchait, il marchait pas, c'était vos 3 nuits, point final. Et donc, le problème, c'est que donc, on était déjà, quand on arrivait sur place, avoir ce temps, c'était très compétitif. Donc, on était déjà stressé en disant qu'est-ce qui va faire beau, est-ce que le télescope va marcher, etc. Et l'observation astronomique, c'est extrêmement frustrant parce que c'est la seule activité que je connaisse où vous avez toujours la mesure du temps devant vous. Quand vous voulez regarder une étoile, il faut que vous la regardiez le plus proche possible de la verticale, enfin du zénith. Notamment, si vous la regardez à l'horizontale, il y a trop d'absorption par l'atmosphère, et donc ça dégrade la qualité. Donc il faut que vous regardiez vos étoiles pratiquement au zénith. Maintenant, l'observation ne se passe jamais comme vous voulez. Donc vous prenez toujours du retard. Et donc vous êtes toujours en train de réadapter votre plan d'observation à ce qui s'est passé avant, à ce que vous pouvez faire, à quelle est l'étoile que vous pouvez observer à un instant donné. Donc vous avez toujours cette mesure du temps devant vous qui est donnée simplement par la rotation de la Terre et le mouvement apparent des étoiles. Et ça donne un... C'est fatigant. On sortait des nuits, pas tellement fatigué par ce qu'on avait passé la nuit à observer, mais surtout par la tension qui était d'essayer d'optimiser le plan d'observation au déroulement du temps. Et c'est quelque chose qui est assez unique, je crois. Alors, pour contrôler un instrument, là aussi, ça a beaucoup évolué. Vous avez ici, donc ça c'est Daniel Challonge en train d'observer au 193 de l'OHP. Bon, vous avez le tableau de contrôle, relativement simplifié. En fait, l'essentiel des boutons, c'est pour monter le plancher. Le premier télescope de l'ESO, vers 1970, alors on continue toujours à guider à l'œil, et puis la salle de contrôle. Alors là, on commence à voir des ordinateurs. Enfin, ça reste tout de même simple. Des télescopes 3,60 m, la première salle de contrôle, avec déjà qui commence à devenir un peu plus compliqué. Ça, c'était celle du 4 mètres de Kitt Peak, telle que la même époque. Vous voyez, alors, c'est beaucoup plus des boutons poussoirs et des systèmes de relais que les contrôles par informatique, comme ça s'est développé après. Alors on peut contrôler complètement le télescope en général et les instruments si on est dans une cage primaire. Donc là, c'est encore la cage primaire du 3,60 m. Vous voyez, il y a déjà des instruments assez compliqués. Et le monsieur qui est là, il contrôle tout depuis la cage. Alors ça s'est fait pendant un certain temps. Puis après, là, en fait, on a automatisé les instruments. Et les gens n'avaient plus besoin d'aller dans les cages. C'était un peu compliqué. Et autrement, on peut faire il vaut beaucoup mieux être dans une salle de contrôle. Donc ça, vous avez ici, c'est dans la salle de contrôle de l'ESO au début des années 80. Le monsieur qui est ici est un astronome, Jörg Melnick.
Et le monsieur qui est ici est monsieur Moore, de la fondation Moore, qui a fondé, enfin, monsieur Moore a fondé Intel. Et c'est un grand amateur d'astronomie qu'il soutient grâce à la fondation Moore. Malheureusement, il ne soutient que des télescopes et des observateurs américains. Alors ici, vous avez un... Il ne faut pas croire, les astronomes travaillent toute la nuit. Vous avez ici un qui est en train de réfléchir à ce qu'il va faire. Comme je vous ai dit, les astronomes sont stressés. Vous avez ici la nouvelle salle de contrôle du CFH. Ça vous donne une idée maintenant de la complexité de ces choses, qui sont entièrement contrôlées par les ordinateurs. Il n'y a plus personne dehors, tout le monde est dans une salle. Et vous avez ici donc l'astronome qui fait les observations, ou la personne qui fait les observations, et puis ici l'opérateur de télescope, et entre tous les instruments, les capteurs divers et variés, qui permettent de contrôler à la fois le télescope et les instruments. Là aussi, donc ça c'est une photo que j'aime bien, qui est la première lumière du VLT. Et on voit donc ici ces deux astronomes de l'ESO, Jason Spiromilio et lui, je ne sais plus oublier son nom. Et en fait, on voit la tension des gens. Bon, ici, un moment plus tranquille, avec deux personnes en train de faire des observations. Là, vous avez une idée un peu plus large sur la salle de contrôle du VLT. Donc, ça vous montre maintenant les grands télescopes. En fait, c'est des machines avec des systèmes de contrôle. C'est plus du tout les choses comme on faisait dans les années 50. Bon, les détecteurs, ça a été aussi une révolution qui a suivi, avec d'abord l'œil, puis après les plaques photo, puis après toute une série de détecteurs qui n'ont eu aucune descendance, qui étaient en général assez difficiles à utiliser, et maintenant le détecteur universel qui est le détecteur CCD. Donc, juste pour montrer un peu, les plaques photo permettaient de faire des très grandes plaques, à peu près de cette taille-là, et donc de faire des grandes images du ciel, en particulier en utilisant les télescopes dits de Schmidt, qui sont des télescopes à grand champ. Et il y en avait un en particulier à l'ESO qui a permis de faire une couverture complète en 4 couleurs de tout le ciel. Alors, vous voyez les conditions de travail. Ça, c'est les 3 astronomes qui étaient dans la salle de contrôle. Maintenant, ces astronomes-là, ils ne seraient plus tellement tolérés dans une salle quelconque. Alors, les plaques photo, c'était une galère pas possible, parce qu'il fallait, d'abord, il fallait ce qu'on appelait les hypersensibiliser. Donc, il fallait les passer dans des systèmes d'azote froid. Après, il fallait évidemment les mettre, les développer. Je ne sais pas si vous avez fait de la photo amateur dans votre vie, mais enfin, c'est compliqué. Et puis, une fois qu'on avait la photo, au final, il fallait trouver un moyen pour l'analyser. Et ça, non plus, ce n'était pas très simple. Donc, après la plaque photo, il y a eu donc toutes ces variations sur des caméras de télévision, des intensificateurs d'images, qui ont été plus des développements technologiques qu'autre chose. Et puis, dans les années 80, on a commencé à développer des CCD. Et maintenant, on a fait des caméras CCD qui ont la taille au moins aussi grande que les plaques photo, avec des nettement meilleurs au point de vue. Et donc ça, c'était la caméra qu'on a construite pour le CFH. Et voilà celle qui est prévue pour un télescope aux États-Unis, qui fera 3,2 milliards de pixels, ce qui est tout de même une performance. Quelque chose, là, au moins, les gens qui ont un petit 4 millions ou 10 millions de pixels sur leur appareil photo, là, ils sont battus pendant un certain temps. Donc, le traitement des données, ça a suivi. Et vous avez ici, comme vous pouvez voir dans l'entrée, les calculatrices de l'IAP dans les années 50, l'examen visuel des plaques photo dans les années 60-70, la salle informatique de l'IAP en 80, ici la salle de machine pour le traitement des données à l'ESO en 1974. Donc, vous pouvez suivre l'évolution de l'informatique. Là, des
astronomes analysant leurs données à l'ESO. Alors, vous voyez, à l'époque, on avait des écrans qui avaient uniquement des caractères alphabétiques ou numériques, et puis toutes les images étaient déportées sur des écrans avec des systèmes extrêmement lourds qui coûtaient une fortune. Et on n'avait absolument pas du tout ce qu'on a sur un ordinateur comme ça, où tout est mélangé, images et texte. Ça, c'était juste pour donner une idée de ce qu'on faisait. C'était les premières corrections, les premières images CCD qu'on avait fait à l'OHP. Donc, vous avez l'image brute, l'image corrigée. Et bien qu'on avait un très gros ordinateur, on était capable à l'époque de traiter 3 lignes par 3 lignes. C'est-à-dire que, alors que maintenant, vous avez n'importe quel ordinateur. Donc, le traitement prenait beaucoup de temps. Bon, et puis, après, il y a la grande époque du stockage sur les bandes magnétiques, les salles machines pour le traitement des données à l'ESO à l'heure actuelle. Donc, oui, ça n'a plus rien à voir avec la salle machine des années 74. Pour la petite histoire, c'est la même personne qui est sur M. Albrecht, qui est sur les 2 photos. Il a pris aussi, lui, quelques cheveux blancs en plus. Ici, vous avez la machine magique qui a permis de faire le traitement de Planck et qui se trouve au sous-sol de l'IAP. Donc, vous voyez là aussi, c'est des très grosses machines. Et le traitement des données modernes, pour vous donner une idée de ce que l'on fait, c'est sur des images comme ça, donc, qui sont obtenues à Hawaï avec la caméra Megacam. Le survey complet fait 2300 heures sur 5 ans. Il y a 22 000 images individuelles. Ça représente l'image finale, la somme fait 750 milliards de pixels. Et en finale, on a 150 degrés carrés, 38 millions d'objets. Donc, c'est des choses qui étaient complètement inimaginables, même quand on a commencé les CCD, où avec nos 320 par 512, ça paraissait merveilleux. Et le traitement des données Planck, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors maintenant, on va arriver à donner un parti qui est l'astronome sans son télescope, puisque en fait, maintenant, au XXIe siècle, les astronomes ne vont plus observer. Et ils ne vont plus observer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu un mauvais pli pris avec les observateurs spatiaux. Il n'y a évidemment pas question de l'observer sur un satellite. Donc les gens ont pris l'habitude de ne plus aller sur le télescope lorsqu'ils faisaient des observations avec un observatoire spatial. Et puis bon, il y a un certain nombre d'autres raisons sur lesquelles... mais pour vous montrer le développement, ici vous avez l'année, 69, 70, 2005, et ici vous avez toute la génération des télescopes en rayons X qui ont été lancés soit par les Américains, les Européens ou les Japonais, principalement. Évidemment, on ne peut pas observer en rayons X depuis le sol, l'atmosphère arrête les rayons X, donc on est obligé d'aller dans les satellites. Et donc, il y a eu tout ce développement de l'astronomie X, par les satellites. Et l'autre domaine aussi, il y a eu beaucoup de progrès dans les observatoires spatiaux, c'était l'infrarouge et le submillimétrique, avec 4 grands observatoires, IRAS, dans les années 80, ISO, 95, Spitzer 2002, et puis Herschel en 2009, Herschel venant de s'arrêter. Donc ça a changé complètement les habitudes des astronomes. Ils ont réussi à comprendre qu'ils n'étaient pas forcés d'aller sur un télescope pour obtenir des données et des données utiles. La deuxième raison, c'était que les télescopes modernes maintenant sont des machines énormes et qu'il y a besoin de gens qualifiés pour les utiliser. Alors ça ne veut pas dire que les astronomes ne sont pas qualifiés, mais si vous voulez vous qualifier pour utiliser un truc comme le VLT, ça c'est la salle de contrôle que je vous ai montrée, vous avez besoin d'une formation assez intense que vous ne pouvez pas obtenir pendant les 3 jours où on vous donne le temps. Et donc, et en astronomie aussi, le temps c'est de l'argent. Une nuit de VLT c'est 50 000 €. Donc, il ne faut pas les gaspiller. Et donc, il faut du personnel qualifié pour faire fonctionner à la fois les télescopes,
mais aussi les instruments, parce que les instruments se sont complexifiés pendant le même temps. Et vous avez ici l'instrument de première génération du VLT, Force. Bon, ça reste encore quelque chose qui a l'air à peu près compréhensible. Pour quelqu'un qui a fait un peu d'instrumentation, on comprend un peu comment ça marche. Vous regardez ici les instruments de seconde génération du VLT. Même moi qui connais un peu les instruments, je n'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de tuyaux ici. Ça fait plus pieuvre qu'autre chose. Bon, donc il est inutile de dire que si j'utilise cet instrument, je vais aller sur le VLT. Le VLT, on va le conduire pour moi, et l'instrument aussi, parce qu'il est hors de question que je puisse maîtriser tout ça. Donc, un astronome n'a plus de valeur ajoutée quand il va sur un télescope. Alors, il peut y aller pour s'amuser, mais autrement, donc, il n'est plus indispensable. Et donc, on a créé un système dans lequel il y a du personnel qualifié, aussi bien pour les télescopes que pour les instruments et que pour faire les observations sur place. C'est un changement complet. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que bon, la prochaine génération, vous avez le LT, donc un télescope de 40 mètres, ça sera à côté, le VLT, c'est rien du tout. ALMA, donc, qui est un interféromètre, une 64 antennes, qui fonctionne dans le domaine submillimétrique, qui est situé à 5000 mètres d'altitude au Chili. Vous avez ici la base qui permet de faire la maintenance, tous les développements, l'installation des antennes et le contrôle, etc. Vous voyez la taille, c'est quasiment une petite ville, il y a 500-600 personnes qui travaillent, donc c'est aussi des très très grosses infrastructures. Alors c'est tout de même dans des endroits qui sont pas non plus extrêmement faciles d'accès. Là vous avez l'entrée, la route là, qui arrive à la base, et puis la route qui monte sur le plateau où se trouve le ALMA. Donc ce n'est pas non plus des endroits extrêmement... Et puis quand vous êtes en haut, vous avez quelque chose qui est... Vous avez toutes les antennes, vous voyez, c'est des antennes de 12 mètres. Vous avez ce plateau inhospitalier à 5000 mètres. Donc là aussi, je veux dire, c'est des choses pour lesquelles un astronome moyen qui n'est pas résident sur le site ne peut pas avoir vraiment de valeur ajoutée. D'ailleurs, ils n'y vont pas. Et pour vous donner aussi une idée, il y a à 5000 mètres le calculateur central d'ALMA, c'est un corrélateur. Et donc, c'est un des calculateurs les plus puissants au monde. Il fonctionne en atmosphère pressurisée, mais pas enrichi en oxygène. Donc, les opérateurs sont obligés d'avoir des bouteilles d'oxygène et de respirer comme par le nez, comme s'ils étaient à l'hôpital, pour avoir un taux d'oxygène décent et pas faire trop de bêtises par sous-oxygénation du cerveau. Ça, c'est juste de la propagande pour montrer que c'est compliqué. Mais... Alors, une autre raison aussi qui est liée au fait que maintenant, on a des capacités de prévision du temps bien meilleures que ce qu'on avait avant. Donc, on peut optimiser les observations avec un découpage en temps extrêmement réduit, de l'ordre de l'heure, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et donc, il y a des observations qui demandent qu'il n'y ait absolument pas de nuages, d'autres pas de vent, d'autres une transparence extraordinaire, d'autres une qualité image. Donc, en fonction des besoins de la science que l'on veut faire avec ces observations, on peut optimiser l'utilisation du télescope avec un découpage fin qui, encore une fois, est de l'ordre de l'heure. Et ça, c'est complètement incompatible avec l'idée qu'on va donner 3 nuits à Daniel Kunt pour observer ça, parce que bon, il va utiliser ces 3 nuits, et s'il a 3 nuits excellentes, bien trop bonnes pour ce dont il a besoin, c'est tant mieux pour lui. Si évidemment il a 3 mauvaises nuits, c'est pas bien pour lui. Et donc c'est absolument pas optimisé. Grâce à ces systèmes qu'on a introduits depuis maintenant une dizaine d'années, on a plus... c'est incompatible avec la présence d'astronomes. On optimise en fait les observations en fonction des conditions du moment. Et donc il y a une liste, qu'on appelle une queue d'observations, et on choisit là-dedans ce qui est le plus approprié.
Donc le déroulement d'une observation maintenant en 2011, la majorité du temps, c'est l'astronome, ça n'a pas changé, continue à rédiger une proposition d'observation. Elle est, s'il a du succès, bon, il obtient l'observation, il n'obtient plus du temps, mais il obtient une observation. Et l'observation rentre la direction de l'observatoire, met ça sous forme d'un grand listing avec il faut faire telle observation qui a besoin de telle et telle condition atmosphérique. Et puis il optimise le système en temps réel. En général, quand on sait que l'observation va être faite, on prévient tout de même la personne qui reste en Europe ou aux États-Unis pour lui dire qu'on va faire son observation, mais ce n'est même pas toujours le cas. Et puis un jour, la personne reçoit un fichier avec le résultat des observations et puis tout ce qu'il faut pour traiter les données. Et donc, il n'a même plus à se déplacer. C'est le fonctionnement avec les télescopes au sol comme avec les télescopes en orbite. Donc en fait, au XXIe siècle, il y a ça a un peu changé. Il y a deux classes d'astronomes. Il y a l'astronome en chambre, qui est la grande majorité, qui lui reste dans son laboratoire. Et puis il y a l'astronome de terrain qui continue à s'occuper, alors lui, des phases de construction et puis d'opération, et qui est une minorité, qui eux, effectivement, sont toujours dans les observatoires, dans les conditions un peu particulières que je vous ai montrées. Alors, il y a tout de même des cas où il y a des astronomes qui font de la résistance, en particulier dans le domaine que j'aime bien, qui est le submillimétrique et l'infrarouge, parce qu'on a besoin de conditions très particulières. En particulier, il ne faut pas du tout qu'il y ait de vapeur d'eau. Pour ne pas avoir de vapeur d'eau, il faut aller dans des déserts, il faut aller à très haute altitude, ou il faut aller dans des endroits très froids comme le pôle sud. Alors, je n'ai pas montré d'image du pôle sud, mais il y a un télescope au pôle sud, vous pouvez les consulter, il y a des photos assez amusantes. Montrer par contre le télescope européen qui se trouve à côté d'ALMA, qui s'appelle APEX, sur lequel on a utilisé souvent. Et donc ça, c'était une image qui a été prise avec une équipe de Saclay qui est utilisant un instrument qui cette fois-ci est post-Herschel. Donc je vous ai montré l'image pré-Herschel à Gornergrat. Et là, c'est la même équipe continue à faire des instruments pour le sol qui est utilisé sur APEX. Malheureusement, juste après une tempête de neige, les bâtiments de contrôle sont là. Ce n'est pas très bien fait pour un site d'altitude parce que la direction du vent vient là, donc c'est forcé qu'il y ait des congères. Les alpinistes ne sont pas toujours consultés pour construction. Donc, vous voyez l'équipe APEX, l'équipe Artemis, essayant de rentrer dans les locaux pour contrôler ces observations. Je précise que ça a l'air agréable comme ça, mais c'est même à 5000 mètres d'altitude. On ne pèle pas de la neige à 5000 mètres pendant très longtemps. Donc, astronomie en chambre, c'est une manière extrêmement efficace de travailler. D'abord, on évite de perdre son temps dans des voyages fatigants parce qu'on est plus disponible pour sa vie normale. On est aussi, l'avantage principal, plus sérieusement, c'est même d'avoir des données d'excellente qualité. On est beaucoup plus sûr d'avoir des bonnes données que lorsqu'on avait le temps de télescope pour une nuit donnée, parce que là, c'était un peu la loterie. Et donc, les astronomes en chambre peuvent se concentrer sur l'analyse des données et l'interprétation beaucoup plus que ce qu'on faisait nous, parce qu'on perdait même pas mal de temps à aller se balader. Bon, mais ceci dit, ça a aussi ses charmes d'aller se balader. Quand vous avez après une nuit d'observation, vous sortez sur la passerelle du CFH, puis vous avez ce paysage, ça a même un certain charme. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'ombre de la montagne sur le ciel, et parce que le soleil se lève là, et donc vous voyez la projection du Mauna Kea sur le ciel. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé. Mais... Merci. Il y a des moments, les petits matins sont magnifiques. Parfois, il y a les nuages qui arrivent à la porte de l'observatoire. On a l'impression qu'on est sur un tapis de nuages.
Ça arrive aussi. Voilà. Bien, merci pour cette, plus qu'un survol d'ailleurs de ce qu'a été et ce qu'est l'observation aujourd'hui. Donc je vous passe la parole maintenant, si vous avez des questions à poser, en levant la main. Voilà. Merci pour cette conférence intéressante. Le jury que vous mentionniez, qui détermine quels sont les projets qui doivent recueillir du temps, ce jury, comment se compose-t-il? Est-il international ou... Oui, alors il est en général pratiquement toujours international. En plus, chaque observatoire a son propre système d'évaluation et son propre système de nomination de gens dans ses comités d'évaluation. Donc il n'y a pas de règle générale, c'est toujours des jurys qui prennent, il y a beaucoup de gens, même en général, et c'est compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup de pression entre le temps qui est accordable et le temps qui est demandé. Il y a entre 5 et un facteur 10, entre un facteur 5 et 10. Donc ça demande... Merci pour cette passionnante conférence. S'il vous plaît, en 2013, quelles sont les études à suivre pour devenir astronome? Alors ça dépend un peu de ce que vous voulez faire comme astronomie. Si vous voulez faire de l'astronomie plus observationnelle, théorique, etc., la première chose à faire, c'est de faire des études de physique. L'astrophysique repose sur la physique et il faut avoir un bon bagage de physique. Donc ça veut dire vous pouvez acquérir ce bagage à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, ça n'a pas d'importance. Vous avez toujours le temps de vous spécialiser en astronomie et après. L'astronomie, il y a beaucoup de gens qui l'ont appris sur le tas. C'est plus simple que la physique. Alors maintenant, si vous voulez faire, vous pouvez faire des études de physique jusqu'au niveau master. Et il y a après, au niveau deuxième année de master, des spécialisations à l'université en astronomie, en astrophysique. Par contre, si vous êtes plus attiré par le développement d'instrumentation, là, n'importe quelle école d'ingénieurs un peu généraliste, en optique, en électronique, en informatique, peut aussi convenir. Donc ça dépendra un peu de ce que vous voulez faire. D'autres questions? Oui. Donc je suppose, adieu l'optique, ça ne sert plus à rien maintenant en études d'astronomie. Non, si vous voulez faire des instruments ou vous voulez travailler dans des observatoires, développer des télescopes, etc., vous avez toujours besoin d'optique. Il vaut mieux être informaticien, non? Non, on a toujours besoin d'opticiens. Ça dépend un peu de ce que... encore une fois, l'astronomie, c'est plus un métier unique. Avant, la même Challonge pouvait construire ces instruments, les emmener, observer avec et faire l'interprétation. Maintenant, ça c'est un peu fini, donc il y a une certaine spécialisation. Donc vous avez des gens qui sont plus spécialisés dans la construction de télescopes ou d'instruments. Et ces gens-là, il y a besoin d'avoir des ingénieurs mécaniciens, des ingénieurs opticiens, des cryogénistes. Sinon, on ne construit pas d'instruments. Oui, mais les polissages de miroirs, tout ça, c'est fini, c'est des machines, non? Oui, c'est des machines. Quand vous voulez polir les 1000 segments pour un ELT, chaque segment faisant 1,20 m de côté, vous n'allez pas le faire à la main. En Belgique, on l'a vu. Mais par contre, vous avez toujours besoin de quelqu'un pour contrôler. Vous avez eu de belles anecdotes sur les accidents du travail au XIXe siècle et de nos jours. Quels sont les dangers pour les astronomes, à part se prendre un miroir de 8 mètres sur le coin de la tête? Si vous prenez travailler en altitude, c'est jamais complètement anodin. Donc si vous prenez les gens qui travaillent soit au Mauna Kea, soit sur ALMA, qui sont tous les deux des sites au-delà de 4000 mètres, il y a beaucoup de précautions à prendre. D'abord pour envoyer là-bas que des gens sains. Donc il y a un certain nombre d'examens médicaux à faire. Et ensuite pour éviter qu'ils aient des problèmes liés à l'altitude sur place.
Donc ça existe. Après, bon, c'est des très grosses machines, donc vous êtes comme sur un chantier normal, il y a toujours des accidents du travail, je veux dire, les gens qui laissent tomber quelque chose, et puis les accidents de voiture. Parce que c'est des routes compliquées. Si vous prenez la route qui descend du Mauna Kea, par exemple, quand on descend, les lacets finaux, ils sont orientés est-ouest. Donc quand vous descendez à 8 h du matin, vous prenez le soleil en pleine figure et vous ne voyez pas s'il y a quelqu'un qui monte. Et ouais, ça a l'air bête comme ça, mais ça a été une source d'accidents. En plus, bon, il y a de la neige dans ces endroits, comme je l'ai montré. Vous pouvez vous faire prendre par une tempête de neige et évacuer le sommet un peu en catastrophe. Donc il y a eu pas mal, aussi bien au Mauna Kea qu'à Alma, ou sur les autres sites au Chili, pas mal d'accidents de voiture. Et puis il y a le fait aussi qu'un des problèmes en altitude, c'est que votre cerveau fonctionne même moins bien. Donc vous venez plus lent, vous réagissez moins, vous êtes moins capable de prendre les bonnes décisions. Et c'est générateur aussi d'erreurs. De toute façon, En accident. On reste quand même 8 heures sur place à 4000. 8 ou 10, oui. Donc c'est long. C'est pas comme un alpiniste qui monte, il redescend après, il reste très peu de temps en général. Je crois que la fois où j'ai fait le plus long, je suis resté 40 heures au sommet. Oui, je rebondis là sur le dernier point. Les gens qui sont en Antarctique et qui ont travaillé dans le cadre du carottage pour le réchauffement climatique, en fait, ne sont pas dans des stations observatoires, mais sont dans des bâtiments qui sont très hauts en altitude, vers les 3000 mètres. Et on dit qu'en Antarctique, 3000 mètres plus l'Antarctique, avec la pression de l'air qui est très faible, etc., c'est comme s'ils étaient à pratiquement à 5000 mètres d'altitude dans d'autres continents. Et les gens qui travaillent là-bas, en fait, on leur demande de ne pas avoir à réfléchir. C'est-à-dire, ils ont un plan de travail, enfin pour les gens qui font du carottage, ils ont un plan de travail et ils appliquent, je ne vais pas dire sans trop réfléchir, mais avec des réflexions minimum. Le seul qui autorise à réfléchir, c'est le médecin qui, lui, bon, on n'a pas encore trouvé d'abac facile pour diagnostiquer. Alors, est-ce qu'il y a ce genre de consignes dans les stations hautes, là, quand on est à 5000 mètres Oui, non, de toute façon, il y a des procédures d'observation. C'est un peu... Alors, on est un peu plus tolérant parce que le gros problème dans les stations antarctiques, c'est l'isolement. Si vous avez quoi que ce soit, vous êtes à 15 jours de chenillettes avant de trouver une zone habitée. Là, c'est 1 heure ou 2 de voiture pour redescendre. Donc c'est tout de même plus tolérant et moins difficile pour les gens qui travaillent que d'aller travailler dans les stations en Antarctique. Ouais. Pas surtout en Antarctique, c'est laquelle je pense, le délai c'est 1 an. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance, même au-delà de moins 53 degrés, aucun avion ne peut venir. Donc il y a un bouquin qui a été fait sur le sujet où c'est le médecin qui a été malade. Donc il a fallu soigner, c'était très dur. Vous avez aussi il n'y a pas ça dans les bases qui sont au pôle sud, enfin qui appartiennent aux États-Unis, sur lesquelles il y a des télescopes, et il y a des gens qui restent en hivernage. Et là, on peut plus rien faire, il n'y a plus un avion qui se pose. C'est juste une question. Beaucoup de télescopes modernes donc, ont été construits sur des régions sismiques, par exemple au Chili. Donc on est en pleine dorsale des Andes, le cas d'Hawaï aussi, ceux qui sont dans les Alpes, etc. Justement, la question de la sismicité de l'endroit, ça ne pose pas de problème justement pour la précision des mesures à niveau des instruments? Non, pour les optiques, j'entends, par exemple. Non, ça pose des problèmes de construction pour être sûr que le télescope, enfin tous les bâtiments de l'observatoire survivent à un grand tremblement de terre. En fait, le seul endroit où il y a ce problème-là, il y a un vrai problème, c'est à Paranal. Parce que lorsqu'on est dans les Andes, on est plus dans les Andes côté pour Alma, en fait, on est même à 200 km et ça amortit, parce que les plaques sont dans l'océan encore.
Par contre, à Paranal, on est extrêmement proche de l'océan et à un endroit où justement les plaques sont en subduction pratiquement maximale. Donc il y a énormément de précautions qui ont été faites dans la construction pour que ça survive. Donc ce qu'on espère, c'est que s'il y a un tremblement de terre à magnitude 9, pas trop loin, tout ne sera pas détruit. Maintenant, qu'est-ce qui restera? C'est pas si facile que ça à dire. Mais enfin, normalement, ça ne pose pas tellement de problèmes de danger pour les gens. Parce que tous les bâtiments, mais c'est surtout pour le télescope. Vous avez des masses suspendues qui sont énormes. Donc ça pose des problèmes pour la construction même des télescopes et des bâtiments. Et encore une fois, le vrai problème, c'est Paranal. Les autres sont plus ou moins sismiques. Hawaï, c'est assez peu sismique. Il y a des petits tremblements de terre, on les voit. Bon, on les sent. Mais on les sent parce qu'on voit le télescope bouger. Nous, on ne ressent rien, mais on voit le télescope bouger. Mais bon, où on voit l'étoile se déplacer, sortir. Mais là, il n'y a vraiment pas de danger. Ni pour le télescope, ni pour les personnes. Bien, je prends une dernière question, mais peut-être une autre, parce que vous l'avez déjà parlé. Oui. Ça va être juste une petite affirmation. Les grands télescopes, c'est bien, mais on utilise encore les anciens, les vieux télescopes, avec Aurélie et le 152 à l'OHP. Il ne faut pas l'oublier. En ce moment, on est sur un projet avec RR Liré, une étude particulière. Oui, mais je suis d'accord. S'il vous plaît, quelles sont les grandes différences entre les télescopes terrestres et un spatial comme Hubble? Il y en a la différence principale, c'est qu'il y en a un qui est en dessous de l'atmosphère et l'autre au-dessus. Donc l'atmosphère, c'est une catastrophe pour les astronomes parce que ça absorbe la lumière qui vient des étoiles, des galaxies. Et aussi, ça déforme comme il y a de la turbulence, ça brouille les images. Et donc ça vous donne des images de moins bonne qualité au sol que dans l'espace. Donc il y a différentes raisons d'aller dans l'espace. L'une, c'est simplement l'absorption. Si vous voulez travailler en rayons X ou dans l'infrarouge, vous êtes obligé d'aller au-dessus de l'atmosphère. Sinon, vous n'avez rien. Il n'y a même pas Et puis l'autre, c'est pour obtenir des qualités images meilleures que ce qu'on peut faire du sol. Donc c'était le cas de Hubble en particulier. Voilà, encore merci Laurent pour cette conférence.